Imaginez que vous avez un circuit géant composé d'une batterie, d'un interrupteur, d'une ampoule et de deux fils, chacun long de 300 000 km. C'est la distance que la lumière parcourt en une seconde. Ils iraient donc jusqu'à mi-chemin de la Lune avant de revenir pour être connectés à l'ampoule qui se trouve à 1 mètre de là. Maintenant, la question est, une fois que j'ai fermé l'interrupteur, combien de temps faut-il pour que l'ampoule s'allume? Une demi-seconde, 1 seconde, 2 secondes, une sur C ou aucune de ces réponses? Vous devez faire quelques hypothèses simplificatrices, comme le fait que les fils n'ont aucune résistance, sinon cela ne fonctionnerait pas. Et l'ampoule doit s'allumer immédiatement dès qu'un courant la traverse. Mais je veux que vous choisissiez une réponse et que vous la mettiez en commentaire, pour ne pas pouvoir dire plus tard « Ah oui, je savais que c'était ça quand je vous donnerai la réponse ». Cette question est en fait liée à la manière dont l'énergie électrique est transmise d'une centrale à votre maison. Contrairement à une batterie, l'électricité du réseau est un courant alternatif ou AC, ce qui signifie que les électrons dans les lignes électriques font juste des va-et-vient. Ils ne vont jamais vraiment quelque part. Alors, si les charges ne viennent pas de la centrale jusqu'à chez vous, comment l'énergie électrique vous parvient-elle réellement? Quand j'enseignais ce sujet, je disais que les lignes électriques, ce sont comme ce tube en plastique flexible et les électrons à l'intérieur sont comme cette chaîne. Donc, ce qu'une centrale électrique fait, c'est qu'elle pousse et tire les électrons en arrière et en avant 60 fois par seconde. Maintenant, chez vous, vous pouvez brancher un appareil comme un grille-pain, ce qui signifie essentiellement permettre aux électrons de le traverser. Donc, lorsque la centrale électrique pousse et tire les électrons, eh bien, ils rencontrent une résistance dans l'élément du grille-pain et ils dissipent leur énergie sous forme de chaleur et donc, vous pouvez griller votre pain. C'est une belle histoire, facile à visualiser et je pense que mes étudiants ont compris. Le seul problème, c'est qu'elle est fausse. Pour commencer, il n'y a pas de fil conducteur continu qui va d'une centrale électrique jusqu'à votre maison. Non, il y a des coupures physiques, comme dans les transformateurs, où une bobine de fil est enroulée d'un côté et une autre bobine de l'autre côté. Donc, les électrons ne peuvent tout simplement pas passer de l'une à l'autre. De plus, je veux dire, si ce sont les électrons qui transportent l'énergie de la centrale électrique à votre appareil, alors lorsque ces mêmes électrons retournent à la centrale électrique, pourquoi ne transportent-ils pas également l'énergie de votre maison à la centrale électrique? Je veux dire, si le courant circule dans les deux sens, alors pourquoi l'énergie ne circule-t-elle que dans une seule direction? Ce sont les mensonges qu'on vous a enseignés sur l'électricité. Que les électrons eux-mêmes ont de l'énergie potentielle, qu'ils sont poussés ou tirés à travers une boucle conductrice continue et qu'ils dissipent leur énergie dans l'appareil, mon affirmation dans cette vidéo est que tout cela est faux. Alors comment cela fonctionne-t-il réellement? Dans les années 1860 et 1870, il y a eu une énorme percée dans notre compréhension de l'univers lorsque le physicien écossais James Clerk Maxwell a réalisé que la lumière est constituée de champs électriques et magnétiques oscillants. Les champs oscillent perpendiculairement l'un à l'autre et ils sont en phase, ce qui signifie que lorsque l'un est à son maximum, l'autre onde l'est aussi. Il élabore alors les équations qui régissent le comportement des champs électriques et magnétiques, et donc de ces ondes. On les appelle aujourd'hui les équations de Maxwell. Mais en 1883, l'un des anciens élèves de Maxwell, John Henry Poynting, réfléchit à la conservation de l'énergie. Si l'énergie est conservée localement en chaque infime point de l'espace, alors on devrait pouvoir retracer le chemin que suit cette énergie d'un endroit à l'autre. Prenons l'exemple de l'énergie qui nous vient du Soleil. Je veux dire, pendant ces 8 minutes où la lumière voyage, l'énergie est stockée et transmise dans les champs électriques et magnétiques de la lumière. Maintenant, Poynting élabore une équation pour décrire le flux d'énergie, c'est-à-dire combien d'énergie électromagnétique passe à travers une surface par seconde. Ceci est connu sous le nom de vecteur de Poynting et il est représenté par la lettre S et la formule est en réalité assez simple. C'est juste une constante 1 sur mu 0 qui est la perméabilité du vide multipliée par E croix B. E croix B est le produit vectoriel des champs électriques et magnétiques.
Le produit vectoriel est une façon particulière de multiplier deux vecteurs. Vous multipliez leurs composantes perpendiculaires et pour trouver la direction, vous pointez vos doigts dans la direction du premier vecteur, ici le champ électrique, et vous les courbez vers le second vecteur, le champ magnétique. Alors votre pouce indique la direction du vecteur résultant, c'est-à-dire le flux d'énergie. Donc ce que cela nous montre à propos de la lumière, c'est que l'énergie circule perpendiculairement au champ électrique et magnétique et qu'elle est dans la même direction que celle dans laquelle la lumière voyage. Cela a donc beaucoup de sens. La lumière transporte l'énergie de sa source vers sa destination. Mais le plus surprenant, c'est que l'équation de Poynting ne fonctionne pas seulement pour la lumière. Elle fonctionne dès que des champs électriques et magnétiques coexistent. Dès que vous avez les deux, il y a un flux d'énergie que vous pouvez calculer avec le vecteur de Poynting. Pour illustrer cela, considérons un circuit simple avec une batterie et une ampoule. La batterie à elle seule a un champ électrique, mais comme aucune charge ne bouge, il n'y a pas de champ magnétique, donc la batterie ne perd pas d'énergie. Lorsque la batterie est connectée au circuit, son champ électrique s'étend à travers le circuit à la vitesse de la lumière. Ce champ électrique pousse les électrons qui s'accumulent alors à certains endroits sur les surfaces des conducteurs, rendant ces zones chargées négativement, tandis qu'ils sont en déficit ailleurs, ce qui laisse ces surfaces chargées positivement. Ces charges de surface créent un petit champ électrique à l'intérieur des fils, provoquant une dérive préférentielle des électrons dans une direction. Notez que cette vitesse de dérive est extrêmement lente, environ 1/10 de millimètre par seconde. Mais c'est ça le courant. Le courant conventionnel circule à l'opposé du mouvement des électrons, mais c'est ce qui le fait se produire. La charge présente à la surface des conducteurs crée également un champ électrique à l'extérieur des fils, et le courant qui circule à l'intérieur des fils génère un champ magnétique autour d'eux. Il y a donc maintenant une combinaison de champs électriques et magnétiques dans l'espace autour de ce circuit. Donc, selon la théorie de Poynting, l'énergie devrait circuler. Nous pouvons déterminer la direction du flux d'énergie avec la règle de la main droite. Autour de la batterie, par exemple, le champ électrique est orienté vers le bas et le champ magnétique entre dans l'écran. On trouve alors que le flux d'énergie va vers la droite, c'est-à-dire qu'il s'éloigne de la batterie. En fait, tout autour de la batterie, on observe que l'énergie s'échappe radialement vers l'extérieur. L'énergie sort par les côtés de la batterie et se propage dans les champs. Le long des fils, la règle de la main droite indique que l'énergie circule vers la droite. C'est vrai pour les champs le long du fil supérieur et du fil inférieur. Mais au niveau du filament, le vecteur de Poynting est orienté vers l'intérieur en direction de l'ampoule. Ainsi, l'ampoule obtient de l'énergie du champ. Si tu fais le produit vectoriel, tu constates que l'énergie arrive de tout autour de l'ampoule. Elle prend de nombreux chemins depuis la batterie jusqu'à l'ampoule, mais dans tous les cas, l'énergie est transmise par les champs électriques et magnétiques. Les gens semblent penser que vous pompez des électrons et que vous les achetez d'une certaine manière, ce qui est tout simplement faux. Pour la plupart des gens, et je pense encore aujourd'hui, il est assez contre-intuitif de penser que l'énergie circule à travers l'espace autour du conducteur. Mais l'énergie qui se déplace à travers le champ, oui, se déplace assez rapidement. Voici donc quelques points à noter. Même si les électrons vont dans deux directions, loin de la batterie et vers elle en utilisant le vecteur de Poynting, tu trouves que le flux d'énergie ne va que dans une seule direction, de la batterie vers l'ampoule. Cela montre aussi que ce sont les champs et non les électrons qui transportent l'énergie. Je veux dire, combien de distance les électrons parcourent-ils dans ce petit circuit dont tu parles? Ils bougent à peine. Ils ne se déplacent probablement pas du tout. Que se passe-t-il maintenant si nous utilisons une source de courant alternatif à la place d'une batterie? Eh bien, dans ce cas, la direction du courant s'inverse à chaque demi-cycle. Mais cela signifie que les champs électriques et magnétiques s'inversent également en même temps. Donc, à chaque instant, le vecteur de Poynting pointe toujours dans la même direction de la source vers l'ampoule. Ainsi, la même analyse que nous avons utilisée pour le courant continu fonctionne également pour le courant alternatif. Ainsi, l'énergie circule des centrales électriques aux maisons par les lignes électriques.
À l'intérieur des fils, les électrons oscillent simplement d'avant en arrière. Leur mouvement est très exagéré ici, mais ils ne transportent pas l'énergie. À l'extérieur des fils, des champs électriques et magnétiques oscillants voyagent de la centrale électrique à votre maison. Vous pouvez utiliser le vecteur de Poynting pour vérifier que le flux d'énergie va dans une seule direction. Tu pourrais penser que c'est juste une discussion académique, que tu pourrais voir l'énergie comme étant transmise soit par les champs, soit par le courant dans le fil. Mais ce n'est pas le cas. Les gens l'ont appris à leurs dépens en posant des câbles télégraphiques sous-marins. Le premier câble transatlantique a été posé en 1858. L'appareil a fonctionné environ un mois, mais jamais correctement. Il y avait de nombreuses distorsions lors de leur tentative d'envoi. Énormément de distorsions, je veux dire qu'il pouvait à peine faire quelques mots par minute. Ce qu'ils ont découvert, c'est que l'envoi de signaux sur une si longue distance sous la mer déformait et allongeait les impulsions, rendant difficile la différenciation entre les points et les traits. Pour expliquer cet échec, il y avait un débat parmi les scientifiques. William Thomson, le futur Lord Kelvin, pensait que les signaux électriques se déplaçaient à travers les câbles sous-marins comme de l'eau s'écoulant dans un tube en caoutchouc. Mais d'autres, comme Heaviside et Fitzgerald, ont soutenu que c'était les champs autour des fils qui transportaient l'énergie et l'information. Et finalement, ce point de vue s'est avéré correct. Pour isoler et protéger le câble sous-marin, le conducteur central en cuivre avait été recouvert d'un isolant puis enfermé dans une gaine en fer. Le fer n'était censé que renforcer le câble, mais en tant que bon conducteur, il interférerait avec la propagation des champs électromagnétiques, car il augmentait la capacitance de la ligne. C'est pourquoi, aujourd'hui, la plupart des lignes électriques sont suspendues en hauteur. Même la terre humide agit comme un conducteur, donc il est important d'avoir un grand espace d'air pour séparer les fils du sol. Alors, quelle est la réponse à notre grande question sur le circuit et l'ampoule? Eh bien, après avoir fermé l'interrupteur, l'ampoule s'allumera presque instantanément en environ 1 seconde sur C, donc la bonne réponse est D. Je pense que beaucoup de gens imaginent que le champ électrique doit parcourir toute la longueur du fil depuis la batterie, qui fait 1 seconde lumière, donc cela devrait prendre 1 seconde pour que l'ampoule s'allume. Mais ce que nous avons appris dans cette vidéo, c'est que ce n'est pas vraiment ce qui se passe dans les fils qui compte. C'est ce qui se passe autour des fils. Et les champs électriques et magnétiques peuvent se propager dans l'espace jusqu'à cette ampoule qui n'est qu'à 1 mètre de distance en quelques nanosecondes et c'est donc le facteur limitant pour l'allumage de l'ampoule. Maintenant, l'ampoule ne recevra pas immédiatement la totalité de la tension de la batterie, mais une fraction qui dépend de l'impédance de ces lignes et de l'impédance de l'ampoule. J'ai demandé à plusieurs experts à ce sujet et j'ai obtenu des réponses assez différentes, mais nous sommes tous d'accord sur ces points principaux, donc je vais mettre leur analyse dans la description si tu veux en savoir plus sur ce dispositif particulier. Si on me contredit et que les gens ne pensent pas que c'est réel, nous pouvons certainement investir les ressources nécessaires et installer des lignes pour créer nos propres lignes électriques dans le désert. Je pense qu'ils vont dire que c'est faux. Je suis d'accord. Je pense qu'on va te mettre au défi. Je pense que c'est vrai. Je trouve simplement incroyable que cela soit l'une de ces choses que nous utilisons tous les jours et dont presque personne ne pense ou ne connaît la bonne réponse. Ces ondes électromagnétiques qui voyagent autour des lignes électriques sont vraiment ce qui fournit votre énergie.